Je me tenais à la tête de la table de conférence en acajou, tenant un morceau de dentelle rose fluo comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Harrison donnait l'impression de faire un AVC. Les 6 membres du conseil d'administration me fixaient, puis regardaient le sous-vêtement, puis me fixaient à nouveau. On dit qu'il ne faut pas laver son linge sale en public, mais personne n'a jamais rien dit sur le fait d'exposer la lingerie de la maîtresse de son mari lors d'une revue fiscale trimestrielle. Si vous regardez cette vidéo, dites-moi d'où vous venez ou quelle heure il est pour vous. Le silence dans la maison fut la première chose qui me parut anormale. Ce n'était pas seulement calme, c'était ce genre d'immobilité lourde et suffocante que l'on trouve dans un musée après les heures de fermeture. Je me tenais dans le foyer, mon sac de cabine creusant un sillon dans mon épaule, à l'affût du bourdonnement habituel de nos vies. D'ordinaire, le purificateur d'air du salon vrombissait, ou le lave-vaisselle s'activait sur son cycle, ou Harrison aurait laissé la télévision à bas volume pour le chien que nous ne cessissions de vouloir prendre mais que nous n'avions jamais réellement adopté. Mais aujourd'hui, il n'y avait rien. Juste le craquement des lattes du plancher et le son de mon propre cœur battant un peu trop vite à mes oreilles. Je n'aurais pas dû rentrer avant vendredi. Le client à Chicago avait annulé la réunion de fusion en raison d'un problème de conformité qui, dans mon secteur d'activité, signifiait généralement que quelqu'un avait trouvé une divergence dans les livres qui ne pouvait pas être expliquée par une comptabilité créative. J'avais pris le vol plus tôt au départ d'OHRE, sauté la salade trop chère de l'aéroport et m'étais précipité à la maison, fantasmant à l'idée de surprendre Harrison avec des plats à emporter de ce restaurant italien qu'il adorait. J'imaginais son visage s'illuminer. Je nous imaginais buvant du vin sur le patio. À présent, debout dans l'entrée, ce fantasme me semblait ridicule. J'ai jeté mes clés dans le bol, le fracas a résonné comme un coup de feu. « Harrison » ai-je appelé. Ma voix n'a pas produit d'écho, elle est tombée à plat, absorbée instantanément par les rideaux coûteux et les tapis moelleux que nous avions passé 3 week-ends à choisir. Je suis entré dans la cuisine. C'était impeccable. Trop impeccable. Les comptoirs étaient essuyés avec une précision que Harrison ne possédait tout simplement pas. C'était un homme qui laissait des traces de café sur le granit et des miettes sur le sol. Mais l'îlot brillait. Il sentait la verveine citronnée et l'eau de javel, un masque chimique sur l'odeur naturelle de la maison. Je me suis dirigé vers la chambre. La porte était entr'ouverte. Je l'ai poussée et j'ai fixé le lit. Il était fait pas seulement tiré, mais fait de manière militaire. Les coins étaient rentrés serrés. Les oreillers étaient disposés en une pyramide parfaite. Harrison ne faisait jamais le lit, il appelait cela du travail féodal puisque nous allions simplement nous y recoucher le soir. Je me suis approché de la table de nuit. Il y avait un sous-verre, parfaitement centré. J'ai froncé les sourcils. Mes sonnettes d'alarme interne, habituellement réservées à la découverte de passifs cachés dans le grand livre d'une entreprise, ont commencé à sonner doucement. Quelque chose s'était passé ici. Quelqu'un avait nettoyé cette pièce avec l'intention spécifique d'effacer des preuves. Je me suis assise sur le bord du matelas pour enlever mes talons. En bougeant, ma main a effleuré quelque chose de dur sous le draus, juste au bord du matelas. On aurait dit un morceau de charbon dans une chaussette. J'ai froncé les sourcils. Je me suis levé et j'ai soulevé la couette. Puis j'ai tiré le draus. Là, coincé entre le matelas et le sommier, se trouvait une boule de tissu. J'ai tendu la main et l'ai dégagée. Elle s'est déroulée dans mes mains comme un serpent. C'était un body, dentelle rose fluo, échancré, avec des bretelles si fines qu'elles ressemblaient à du fil de pêche. C'était agressif. C'était bon marché. Et ce n'était absolument, indéniablement pas à moi. Je l'ai fixé. Mon cerveau a fait une sorte de faux pas étrange. La première pensée fut le déni rapide et protecteur. Peut-être que j'avais acheté ça. J'ai pensé que je l'avais peut-être acheté il y a des années pour un enterrement de vie de jeune fille et que je l'avais oublié. Je l'ai retourné entre mes mains. L'étiquette a gratté mon pouce. Je l'ai regardé. La marque était Vixen Vibe, je n'en avais jamais entendu parler. La taille était marquée XS Extra Small. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Je fais un solide monsieur un bonjour, après une grippe intestinale, je pourrais peut-être rentrer dans un S, mais un XS nécessiterait l'ablation chirurgicale d'une côte. Ce n'était pas à moi. Ça ne pouvait pas être à moi. Ma gorge s'est serrée. J'ai senti une vague de nausée m'envahir. J'ai regardé la pièce vide, le lit parfaitement fait, l'air parfumé au citron. Ce n'était pas un cadeau surprise. On ne cache pas un cadeau sous le matelas.
On cache des choses sous le matelas quand on entend une portière de voiture claquer dans l'allée et qu'on a 3 secondes pour paniquer. Je suis restée assise là, tenant la preuve rose fluo, et j'ai écouté le silence de ma maison. Elle ne ressemblait plus à un sanctuaire, elle ressemblait à une scène de crime. Le bruit de la porte du garage s'ouvrant 40 minutes plus tard a envoyé une décharge électrique directement dans ma colonne vertébrale. Je m'étais déplacé sur le fauteuil du salon, celui qui faisait face à la porte, assise dans le noir comme un méchant dans un film noir. Je n'avais allumé aucune lumière. Je voulais voir son visage quand il entrerait. Je voulais voir la microseconde exacte où le confort se transformerait en panique. J'ai entendu ses pas lourds dans le couloir. Il fredonnait vraiment, il fredonnait. C'était un air joyeux et distrait qui m'a fait bouillir le sang. Il a déposé son sac de sport avec un bruit sourd. « Chérie, je suis rentré », a-t-il lancé, sa voix résonnant avec cette fausse théâtralité qu'il utilisait quand il était de bonne humeur. Il a actionné l'interrupteur. La luminosité soudaine m'a brûlé les yeux. Il m'a vu instantanément. Mon Dieu! Il a sursauté, portant la main à sa poitrine. « Valérie, tu m'as fait une peur bleue. Pourquoi es-tu assise dans le noir ?» Il s'est repris rapidement. Trop rapidement. Un véritable choc prend généralement quelques secondes à être traité, mais Harrison a lissé ses traits en un sourire en un clin d'œil. Il s'est approché, les bras ouverts pour m'enlacer. « Tu es rentré tôt », a-t-il dit. « Je pensais que tu atterrissais vendredi. Quelque chose s'est passé ? Tout va bien ? » Je ne me suis pas levé. Je ne lui ai pas rendu son étreinte. Je l'ai juste observé. Il avait l'air bien. Il avait l'air reposé. Il ressemblait à un homme qui n'avait aucun souci au monde. Il portait sa tenue de sport coûteuse, la marque qui coûte plus cher qu'une mensualité de voiture, mais il ne semblait pas en sueur. La réunion a été annulée, ai-je dit. Ma voix sonnait étrangère, éraillée et basse. J'ai pris le vol de 15 heures. C'est génial, a-t-il dit, se penchant pour m'embrasser le front. J'ai légèrement tourné la tête, et ses lèvres ont atterri sur la naissance de mes cheveux. Il s'est reculé, une lueur de confusion traversant ses yeux. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as l'air intense. J'ai fouillé à côté de moi dans le coussin du fauteuil et j'ai sorti le body rose. Je l'ai soulevé par une bretelle. Il pendait entre nous une accusation fluo. J'ai trouvé ça, ai-je dit. Sous le matelas, de ton côté. Harrison a regardé le body. Ses yeux ne se sont pas agrandis. Sa mâchoire n'est pas tombée. Au lieu de cela, un sourire lent et doux s'est étendu sur son visage. C'était le sourire qu'il utilisait lorsqu'il expliquait un concept simple à un client difficile. C'était un sourire de patience. C'était un sourire de condescendance. « Oh, Val » a-t-il soupiré en secouant la tête. Il a ri un son bas et chaleureux. « Tu l'as trouvé ? Je n'arrive pas à croire que tu l'aies trouvé. Tu es incapable d'attendre, tu le sais ça ? » J'ai cligné des yeux. La réaction était si éloignée de ce que j'attendais que j'ai vacillé. Quoi ? C'était censé être une surprise, a-t-il dit, s'approchant et prenant doucement la dentelle de ma main. Il l'a tenue en l'air, l'admirant. Notre anniversaire est le mois prochain. Je sais que c'est tôt, mais je l'ai vu dans la vitrine de cette boutique en ville et j'ai juste pensé. Eh bien, j'ai pensé que nous pourrions avoir besoin d'une petite étincelle. Les choses ont été si chargées ces derniers temps avec tes voyages. Il m'a regardé avec ses grands yeux bruns expressifs. Je l'ai caché parce que je ne voulais pas que tu le voies avant d'avoir planifié toute la soirée. Dîner, vin, la totale. Mon cerveau se démenait pour suivre. Un cadeau d'anniversaire. C'était plausible. Nous avions été distants. Il savait que je m'inquiétais pour l'étincelle. Mais, ai-je balbutié, pointant l'étiquette. Harrison, regarde la taille. C'est un extra small. Je n'ai pas fait d'extra small depuis le lycée. Tu le sais. Harrison a ri de nouveau, d'un ton doux et indulgent. Il a tendu la main et m'a caressé la joue. Ma chérie, ne fais pas ça. Ne fais pas ce truc où tu te dénigres. Tu t'es entraîné si dur. Tu es superbe. Je pensais honnêtement que ça irait. La vendeuse a dit que ça taillait grand. Elle a dit que le tissu s'étirait. Il a soupiré, son visage prenant un masque de déception. Je voulais juste que tu te sentes sexy, Val.
Je voulais faire quelque chose de gentil et maintenant, eh bien, maintenant tu me regardes comme si j'étais un criminel parce que j'ai acheté la mauvaise taille. La culpabilité m'a frappé comme un coup physique. Il était en train de retourner la situation. Il prenait ma découverte et la transformait en mon insécurité. Il a essayé de faire quelque chose de gentil, pensais-je. Il a essayé et je suis en train de tout gâcher parce que je suis paranoïaque. Je ne voulais pas, ai-je commencé, la voix tremblante. C'est juste. C'était sous le matelas. Parce que je te connais, a-t-il dit doucement. Je sais que tu fouilles dans le placard. Je sais que tu vérifies les tiroirs. Je voulais que ce soit une vraie surprise. Je suis désolé si je me suis trompé de taille. Je les changerai. D'accord ? Il s'est penché et m'a embrassé sur les lèvres. C'était un baiser ferme, possessif. Tu es si tendu, chérie. Tu as besoin de te détendre. Laisse-moi te servir un verre de vin. Tu es encore en train de trop réfléchir à tout, n'est-ce pas? Peut-être, ai-je chuchoté. Je sais que tu le fais, a-t-il dit en se dirigeant vers la cuisine. C'est ton habitude. Je l'ai regardé partir. Je voulais le croire. Je voulais désespérément le croire. Mais alors qu'il s'éloignait, j'ai regardé mes mains. Elles tremblaient. La porte de la salle de bain a cliqué en se fermant et je l'ai verrouillée. J'avais besoin de savoir. Harrison était dans la cuisine en train d'ouvrir une bouteille de cabernet, sifflant ce même air distrait. La normalité de la scène me rendait folle. S'il mentait, c'était un sociopathe. S'il disait la vérité, j'étais un monstre. J'avais saisi le body sur la table quand il ne regardait pas. J'avais besoin de données empiriques. J'avais besoin de preuves. J'ai retiré mes vêtements de voyage, le blazer, le chemisier, le pantalon jusqu'à me retrouver en sous-vêtements devant le miroir en pied. Les lumières fluorescentes étaient impitoyables. J'avais l'air fatigué. Il y avait des cernes sous mes yeux que l'anti-cerne ne pouvait pas cacher. J'ai ramassé la dentelle rose. Sa taille grand, avait-il dit. Le tissu s'étire. J'ai passé mes jambes dans les ouvertures. Le tissu me semblait bon marché et grattait ma peau. J'ai tiré vers le haut. Il s'est arrêté à mi-cuisse. J'ai tiré plus fort. L'élastique s'est enfoncé dans ma chair, créant des marques rouges irritées. J'ai serré les dents et je l'ai forcé à monter par-dessus mes hanches. C'était une bataille physique, humiliante contre le polyester et l'élastane. J'ai réussi à faire monter la partie inférieure, mais cela me coupait la circulation. Je ressemblais à une peau de saucisse sur le point d'éclater. J'ai essayé de remonter les bretelles sur mes épaules. J'ai inspiré brusquement, rentrant mon ventre jusqu'à ce que mes poumons brûlent. J'ai réussi à mettre une bretelle. Le tissu était si serré sur ma poitrine qu'il m'aplatissait complètement. J'ai tendu la main pour la deuxième bretelle. Crac. Un petit bruit, mais dans la salle de bain carrelée, il a résonné comme un coup de fouet. Une couture près de la cage thoracique avait lâché. Je suis resté là, à moitié dans et à moitié hors de cet engin de torture fluo, fixant mon reflet. J'avais l'air ridicule. J'avais l'air désespéré. Et puis la clarté m'a frappé. Harrison connaissait mon corps. Il en connaissait chaque centimètre. Il savait que j'avais des hanches. Il savait que j'avais une cage thoracique. Il savait que je n'étais pas une adolescente. Il n'avait pas acheté ça en pensant que ça m'irait. Il n'avait pas acheté ça en se disant « Valérie sera superbe là-dedans ». Il avait acheté ça pour un corps qui était nettement plus petit que le mien, un corps qui n'avait pas de hanches, un corps qui faisait du excess. La douleur de l'élastique s'enfonçant dans ma peau n'était plus seulement physique, c'était la confirmation du mensonge. La vendeuse n'avait pas dit que ça taillait grand. Il n'avait pas demandé ma taille. Il l'avait acheté pour quelqu'un d'autre. Et quand je l'ai trouvé, il me l'a fourré sous le nez en me disant que j'étais folle de douter de lui. Il voulait que je l'essaie. Il voulait que j'échoue. Il voulait que je me sente grosse et ingrate pour que je laisse tomber le sujet. J'ai retiré le body, grimaçant alors que la dentelle éraflait ma peau. Je l'ai jeté dans le panier à linge, enfoui profondément sous une pile de serviettes. Je me suis regardé dans le miroir une dernière fois. Mes yeux étaient durs. Il pensait avoir maîtrisé la situation. Il pensait qu'un verre de vin et un coup de culpabilité allaient tout arranger. J'ai remis mes vêtements. J'ai arrangé mes cheveux. J'ai déverrouillé la porte.
J'arrive, chérie, ai-je lancé. Ma voix était stable. C'était la voix que j'utilisais lors des négociations en conseil d'administration quand je savais que la partie adverse mentait sur ses actifs. Il était 3 heures du matin quand je me suis réveillé. Je n'avais pas vraiment dormi, j'avais juste flotté dans un état de grisaille et d'épuisement pendant qu'Harrison ronflait doucement à côté de moi. Le rythme de sa respiration était exaspérant de paix. Comment pouvait-il dormir? Comment pouvait-il me mentir en face, me regarder lutter avec ma propre estime de moi, puis s'endormir comme un bébé? J'ai tourné la tête. Son téléphone était branché sur le chargeur sur sa table de nuit. La petite lumière verte pulsait dans l'obscurité. En 7 ans de mariage, je n'avais jamais vérifié son téléphone. Je considérais cela comme une violation de la Convention de Genève des relations amoureuses. Nous avions notre intimité. Nous avions de la confiance. Mais la confiance était une monnaie, et Harrison venait de dépenser toutes ses économies dans un body rose qui ne m'allait pas. Je me suis glissé hors du lit. Les lattes du plancher étaient froides. Je me déplaçais comme un fantôme, me rapprochant de son côté de la chambre. J'ai retenu mon souffle. S'il se réveillait, que dirais-je? Je vérifiais juste l'heure. J'ai cru entendre un bruit. J'ai tendu la main et débranché le téléphone. L'écran s'est allumé. Une photo de notre chien, celui que nous parlions de prendre, une photo de banque d'images qu'il gardait en fond d'écran m'a fixé. Entrez le code. J'ai tapé sa date d'anniversaire. L'écran a tremblé. Incorrect. J'ai froncé les sourcils. C'était son code depuis 2015. J'ai tapé notre date d'anniversaire de mariage. Incorrect. Mon cœur a commencé à marteler mes côtes. Pourquoi l'aurait-il changé? Il ne changeait jamais rien. Il utilisait toujours le même mot de passe d'email qu'à l'université. J'ai tapé la date d'anniversaire de sa mère. Incorrect. J'ai tapé les 4 derniers chiffres de son numéro de sécurité sociale. Incorrect. Mes doigts tremblaient maintenant. J'ai regardé Harrison. Il a bougé, marmonnant quelque chose dans son sommeil. Je me suis figé, serrant le téléphone contre ma poitrine, attendant que ses yeux s'ouvrent. Il s'est retourné, me tournant le dos. J'ai laissé échapper un souffle saccadé. J'avais encore une tentative avant le blocage. J'ai essayé 1 2 3 4. Téléphone désactivé. Réessayé dans 60 minutes. Le message a clignoté sur l'écran comme un va au diable en néon. 60 minutes. 1 heure. J'ai regardé le compte à rebours. 59 minutes, 58 secondes. La panique m'a envahi. S'il se réveillait le matin et voyait que son téléphone était désactivé, il saurait. Il saurait que j'ai essayé de forcer l'entrée. Il saurait que je n'ai pas cru à l'histoire du body. Il retournerait encore la situation. Il dirait, tu m'espionnes après que je t'ai acheté un cadeau. Tu es paranoïaque, Val. Tu as besoin d'aide. Je ne pouvais pas le laisser voir le compte à rebours. Je devais le remettre en place. Mais si je le remettais branché et qu'il se réveillait pour vérifier un email à 6 heures du matin, le compte à rebours serait encore en train de tourner. Je suis resté là dans le noir, calculant. Il était 3h15. Si le verrouillage était de 60 minutes, il se déverrouillerait à 4h15. L'alarme de Harrison était réglée pour 6h30. Je devais rester éveillé. Je devais attendre que le temps soit écoulé, m'assurer que l'écran revienne à la demande de mot de passe normal, puis le rebrancher. Je me suis assise sur le sol de mon côté du lit, le téléphone à la main, regardant les minutes s'écouler. Chaque seconde me semblait être 1 heure. Mon esprit s'emballait. Pourquoi changer le code? Pourquoi maintenant? Qui avait-il là-dedans qui valait la peine d'être protégé par une nouvelle séquence de chiffres? Des SMS? Des photos? Des emails? J'ai pensé au body. J'ai pensé à l'extra small. J'ai pensé à la façon dont il fredonnait dans la cuisine. 40 minutes restantes. Je me suis assise dans le noir tenant le miroir noir et j'ai réalisé que je ne connaissais pas l'homme qui dormait à 1 mètre de moi. Je connaissais sa commande de café. Je connaissais son numéro de sécurité sociale. Je savais qu'il était allergique aux crustacés. Mais je ne connaissais pas son code secret, et apparemment, c'était la seule chose qui importait. Le soleil s'est levé avec une gaieté brutale qui semblait moqueuse. Harrison était parti travailler à 7 heures,
sifflant, m'embrassant sur la joue, me disant de prendre une journée de détente. J'avais souri, fait un signe de la main et attendu que la Tesla sorte de l'allée en marche arrière. Dès que la porte du garage s'est fermée, je me suis mis en mouvement. Je ne suis pas allé vers l'ordinateur. Je n'ai pas essayé l'iPad. Je suis allé au garage. Nous avions un système pour le recyclage, le papier dans le bac bleu, le plastique dans le vert. Harrison était méticuleux à ce sujet du moins, c'est ce qu'il prétendait. D'habitude, il vidait ses poches sur l'îlot de la cuisine, triait les reçus et jetait les indésirables. Je me suis approché du bac bleu. Il était à moitié plein. Des publicités, des magazines, des boîtes vides de la Croix. J'ai ressenti une vague de dégoût. Est-ce là ce que je suis devenu? Pensais-je. Une femme fouillant dans les poubelles en pyjama? Cela semblait bas. Cela semblait sale. Cela ressemblait à quelque chose qu'une ex-petite amie folle fait dans un mauvais film. Mais le souvenir de l'écran du code incorrect a flashé dans mon esprit. Le navire de la dignité avait mis les voiles. Je nageais maintenant dans l'océan du désespoir. J'ai renversé le bac. Le contenu s'est déversé sur le sol en béton froid. Je me suis assise en tailleur et j'ai commencé à trier. Prospectus pour pizza poubelle. Offre de carte de crédit poubelle. Facture d'électricité poubelle. Une boule froissée de papier thermique blanc. Je l'ai ramassé. Mes mains tremblaient légèrement. Je l'ai lissé sur mon genou. C'était un reçu. Le Salted Oyster. Date, hier. Heure, 12h45. Couvert, 2, j'ai fixé l'horodatage. Hier à 12h45. J'ai été en réunion toute la journée avec le conseil d'administration, avait dit Harrison quand je l'avais appelé hier après-midi. Juste des sandwichs dans la salle de conférence. Des trucs ennuyeux. J'ai regardé les articles commandés. 2 douzaines d'huîtres. Une bouteille de Sancerre. Un fondant au chocolat. Harrison détestait les huîtres, il les appelait de la morve dans une coquille. Il n'en mangerait pas même si on le payait, et il ne buvait jamais de vin blanc. C'était un homme à scotch ou à rouge corsé. Alors, qui a mangé les huîtres, et qui a bu le Sancerre, et qui était le second invité? J'ai regardé le total, 184 $. Payé avec. J'ai plissé les yeux vers le bas du ticket. Amex se terminant par 4092. J'ai froncé les sourcils. Notre Amex commune se terminait par 8811. Sa visa personnelle se terminait par 3520. 4092? Je ne connaissais pas cette carte. Je suis resté assise là, sur le sol du garage, entouré de déchets, tenant un reçu qui prouvait deux choses, Harrison mentait sur l'endroit où il se trouvait, et Harrison avait une carte de crédit dont j'ignorais l'existence. Une carte secrète, un déjeuner secret, une vie secrète. Le body n'était pas un cadeau d'anniversaire, c'était un élément d'un schéma. Il construisait un silo, une existence financière et émotionnelle séparée, brique par brique, juste sous mon nez. J'ai de nouveau froissé le reçu, puis je me suis arrêté. Non, j'avais besoin de preuves. Je l'ai aplati à nouveau, j'ai pris mon téléphone et j'en ai pris 3 photos claires. Puis je l'ai plié soigneusement et l'ai mis dans ma poche. J'ai repoussé le reste des déchets dans le bac. Je me suis levé, j'ai brossé la poussière de mon pantalon de pyjama et je suis retourné dans la maison. La nausée avait disparu. À sa place se trouvait un œuf froid et dur de calcul. Je devais trouver la source de l'argent. S'il y avait une carte de crédit secrète, il devait y avoir un moyen de la payer. On ne peut pas payer une Amex secrète avec un compte chèque commun, je verrai la transaction. Je me suis connecté à notre portail bancaire principal sur mon ordinateur portable. Tout semblait normal. Hypothèque, service public, courses. Aucun retrait important, aucun transfert vers l'Amex 4092. Mais soudain, je l'ai vu, un retrait de 300 la semaine dernière. 500 $ en liquide en 2 semaines. Harrison ne portait jamais d'espèces. Il disait que c'était inefficace. J'ai attrapé mon sac à main et j'ai conduit jusqu'à la succursale bancaire sur Main Street. J'avais besoin de voir les chèques physiques. Parfois, les descriptions en ligne étaient tronquées, j'avais besoin des données brutes. La banque était vide, sentant le café éventé et le nettoyant pour tapis. Je me suis approché de la guichetière, une jeune femme avec des ongles en acrylique élaborés qui semblait préférer être n'importe où ailleurs.
J'ai besoin d'un relevé de toutes les transactions des 90 derniers jours pour le compte chèque commun, ai-je dit, faisant glisser ma carte de débit et ma pièce d'identité sur le comptoir. Elle a soupiré une longue expiration audible. Vous pouvez obtenir ça en ligne, vous savez. Ça économise du papier. Je suis bloqué hors de mon compte en ligne, ai-je menti sans sourciller. Et j'en ai besoin pour un audit fiscal aujourd'hui. Le mot audit fait généralement des merveilles. Elle a tapé quelque chose, ses ongles cliquetant comme de la grêle sur un toit de tôle. D'accord, une seconde. L'imprimante a vrombi. Elle m'a tendu une pile de papier. Je les ai emportés vers une petite table près du box d'un conseiller. J'ai sorti un surligneur de mon sac et j'ai commencé à scanner. Target, Whole Foods, station-service, hypothèque. Et puis, à la deuxième page, il y a 3 semaines, chèque numéro 1054. Montant, $2500. Bénéficiaire, LFS Holdings. Je me suis figé. $2500. C'était le paiement d'une hypothèque. C'était des vacances. Je ne reconnaissais pas LFS Holdings. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai cherché sur Google. Rien d'immédiat, juste quelques enregistrements d'entreprises génériques. Je suis retourné vers la guichetière. Excusez-moi. Ce chèque, le 1054. Avez-vous l'image du chèque encaissé? S'il a été compensé, oui. Elle a tapé à nouveau. Tenez. Elle a tourné l'écran vers moi. C'était l'écriture de Harrison pointue, précipitée. Mais la ligne du bénéficiaire ne disait pas LFS Holdings. C'était écrit en toutes lettres, Lux Flower Shop and Events. Lux Flower Shop, ai-je chuchoté. $2500 chez un fleuriste. J'ai regardé la ligne mémo, elle était vide. Pouvez-vous voir l'adresse du commerçant, ai-je demandé. Laissez-moi vérifier le routage. Elle a cliqué plusieurs fois. On dirait que c'est celui de Seaport, sur Northern Avenue. Seaport le quartier branché, le quartier cher. Et, a-t-elle ajouté, plissant les yeux vers l'écran, on dirait qu'il y avait une note de livraison jointe au dossier de transaction. Parfois, les commerçants téléchargent cela. Pouvez-vous l'imprimer? Bien sûr. Elle m'a tendu un autre morceau de papier. C'était une capture numérique du reçu. Destinataire, Chloé. Adresse, 342 Congress Street, appartement 4B. Message, j'ai hâte d'être au week-end. H. L'air a quitté la pièce. Chloé. Adresse sur Congress Street. J'ai hâte d'être au week-end, le week-end où j'étais censé être à Chicago. J'ai plié le papier. Mes mains étaient engourdies. J'avais l'impression de flotter hors de mon corps. Y a-t-il autre chose, a demandé la guichetière. Non, ai-je dit. C'est tout. Je suis sorti de la banque dans le soleil éclatant et aveuglant. Les voitures passaient. Les gens promenaient leurs chiens. Le monde tournait sur son axe, complètement indifférent au fait que ma vie venait de s'effondrer sur un morceau de papier thermique. $2500 en fleurs. Un appartement à Seaport. Chloé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis monté dans ma voiture, j'ai verrouillé les portes et je suis resté assise là pendant un long moment, fixant le volant. D'accord, ai-je dit à voix haute dans la voiture vide. D'accord. Les larmes pouvaient attendre. J'avais une adresse. Le jeudi était censé être la soirée salle de sport. Depuis 3 ans, la soirée sport était une institution sacrée dans notre mariage, un bloc de 2 heures pendant lequel Harrison allait à l'équinoxe de Chestnut Hill pour, on le présumait, soulever des poids lourds et évacuer le stress du capital investissement. J'utilisais habituellement ce temps pour rattraper mes emails ou faire un masque facial. C'était un rythme confortable. Maintenant, assise dans ma voiture à 2 rues de notre allée, ce rythme ressemblait à une provocation. J'avais garé mon Volvo derrière un grand chêne, moteur éteint, phares éteints. C'était fin octobre, et la température était tombée à 4 degrés Celsius. Je portais un trench par-dessus mon pyjama, frissonnante non seulement à cause du froid, mais à cause de l'adrénaline qui coulait dans mes veines comme de l'eau glacée. Je me sentais ridicule. J'avais l'impression d'être un harceleur dans ma propre vie. Est-ce qu'on en est là? Pensais-je, en me frottant les mains pour générer de la friction. Une consultante senior avec 2 diplômes et un plan d'épargne retraite se cachant dans un buisson comme une adolescente?
La honte était un poids physique dans mon estomac. Je voulais rentrer. Je voulais monter le chauffage, me verser un verre de vin et prétendre que le reçu pour les huîtres n'existait pas. Je voulais prétendre que la dentelle rose n'était qu'une erreur. Mais la consultante en moi ne le permettait pas. Le déni est un passif. Il faut auditer les livres. À 19h15, la porte du garage s'est ouverte. La Tesla a glissé dehors, silencieuse et élégante, ressemblant à un vaisseau spatial sur le fond de banlieue. Harrison a tourné à gauche. La salle de sport était à droite. J'ai attendu 5 secondes, les comptant à voix haute. Un Mississippi, 2 Mississippi, ma respiration embuant le pare-brise. Puis j'ai mis le contact. Le moteur a bafouillé. Non, ai-je chuchoté, serrant le volant. Ne me fais pas ça. Il a bafouillé à nouveau, puis a démarré. Je n'ai pas allumé les phares. J'ai avancé lentement, gardant une distance de sécurité. Il se dirigeait vers l'autoroute. S'il allait à la salle, il prendrait la première sortie. S'il allait à Seaport, vers Chloé, vers l'appartement de Congress Street, il resterait sur la Pike. Mon chauffage ne fonctionnait pas. Évidemment. Le ventilateur soufflait de l'air froid contre mes jambes. J'ai serré les dents. Je me suis concentré sur les feux arrière rouges devant moi. Ils étaient la seule réalité qui comptait. Il a mis son clignotant pour la sortie. Mon cœur a bondi. Il va à la salle, ai-je pensé. Une vague de soulagement si puissante qu'elle m'a donné le tournis m'a envahi. Il va vraiment à la salle. Les huîtres étaient un déjeuner d'affaires. Les fleurs étaient pour une cliente nommée Chloé. Tout cela est un malentendu. Puis, à la toute dernière seconde, la Tesla a brusquement réintégré la voie centrale. Il avait simulé la sortie. Il n'allait pas à la salle de sport. Il allait en ville. Le soulagement s'est évaporé, remplacé par une fureur froide et dure. Il allait la voir. Un jeudi, pendant la soirée sport. J'ai écrasé la pédale d'accélérateur. Je ne frissonnais plus. Je l'ai suivi pendant 15 kilomètres. Je restais 3 voitures derrière, utilisant un gros camion de livraison comme bouclier. Mon esprit s'emballait, simulant ce qui se passerait à notre arrivée. Est-ce que je l'affronterais sur le trottoir? Est-ce que j'attendrais qu'il soit à l'intérieur pour sonner à l'interphone? Fais une scène, murmurait une voix dans ma tête. Crie. Jette des pierres aux fenêtres. Non, répliquait la consultante. Rassemble des données. Ne montre pas tes cartes tant que tu n'as pas de levier. Nous passions la sortie pour Newton quand c'est arrivé. Le ciel s'est ouvert. Ce n'était pas juste de la pluie, c'était un déluge, un grain soudain de Nouvelle-Angleterre qui a transformé l'autoroute en un flou gris. Les essuie-glaces battaient frénétiquement contre la vitre. J'ai plissé les yeux, essayant de garder les feux arrière de la Tesla en vue. Il s'estompait 2 yeux rouges flous dans la brume. J'ai accéléré. Je ne pouvais pas le perdre. Si je le perdais maintenant, je ne saurais jamais avec certitude. J'ai changé de voie agressivement, coupant la route à une Honda. Je m'en fichais. Je devais combler l'écart. Vlan. C'était un son écœurant. Du métal frappant l'asphalte profond. Un nid de poule caché par une flaque d'eau avait avalé mon pneu avant passager. La voiture a fait une embardée violente vers la droite. Le volant a sauté dans mes mains comme une chose vivante. Poum, 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 poum. Le rythme de l'échec. Non, ai-je hurlé, frappant le tableau de bord de la main. Non, non, non. J'ai lutté pour amener la voiture sur la bande d'arrêt d'urgence, les feux de détresse cliquetant sur un tempo moqueur. J'ai regardé à travers le pare-brise strié de pluie les feux arrière rouges de la Tesla devenir de plus en plus petits, disparaissant dans le rideau gris de la tempête. Il était parti. Je suis resté assise là, la voiture penchée sur le côté, la pluie martelant le toit. J'étais en rade sur le bord de l'île 90 dans le noir, dans le froid, à la poursuite d'un mari qui ne voulait pas de moi. J'ai pris mon téléphone pour appeler le dépannage. Mes doigts étaient engourdis. Le temps d'attente pour le service est d'environ 90 minutes, a dit joyeusement la voix automatisée. J'ai raccroché. J'ai posé ma tête sur le volant et j'ai laissé échapper un son qui était à moitié un rire, à moitié un sanglot. C'était le son d'une défaite totale. L'univers n'était pas seulement indifférent, il conspirait activement contre moi. Je suis resté assise là pendant 1 heure à regarder les voitures filer,
éclaboussant mon pare-brise d'eau sale. J'ai pensé à Harrison arrivant à l'appartement de Congress Street. Je l'ai imaginé au sec. Je l'ai imaginé en train de rire. J'ai pensé à la dentelle rose. Quand la dépanneuse est arrivée, j'avais cessé de pleurer. J'avais pris une décision. Je n'avais pas besoin de le suivre. J'avais besoin de voir ce qu'il avait déjà fait. Le dépanneur, un homme nommé Mitchell qui m'a appelé 2 fois ma petite dame, m'a déposé avec le Volvo estropié dans mon allée à 22 heures. Harrison n'était pas encore rentré. La séance de sport finissait tard ce soir. Je suis entré dans le garage. J'étais trempé, j'étais épuisé, et mes mains étaient couvertes de crasse routière. Mais j'avais un plan. L'application de la caméra Ring était inutile, l'historique avait été effacé. Mais ces appareils, les modèles plus anciens comme celui que nous avions installé au-dessus de la porte du garage, avaient souvent un stockage local, une sauvegarde sur carte SD au cas où le Wi-Fi tomberait en panne. Harrison ne le savait probablement pas. Harrison était un gars du genre on installe et on oublie. Il comprenait le stockage en ligne, il ne comprenait pas le matériel. J'ai levé les yeux vers la caméra. Elle était montée à 3 mètres de haut, nichée sous l'avant-toit. J'ai regardé la lourde échelle télescopique en aluminium suspendue au mur. Elle faisait 6 mètres de long et pesait autant qu'une petite voiture. C'était Harrison qui la déplaçait d'habitude. Et puis merde, ai-je dit tout haut. J'ai saisi l'échelle. Elle était maladroite et encombrante. Je l'ai traînée sur le sol en béton, le métal crissant comme une banchée. Je me suis écorché le tibia contre un barreau. J'ai ignoré la douleur. J'ai lutté pour la redresser, l'appuyant contre le revêtement de la maison. Elle vacillait. Je déteste les hauteurs. J'ai toujours détesté les hauteurs. J'ai le vertige sur un simple escabeau. J'ai levé les yeux vers la caméra. J'ai pensé à Chloé. J'ai pensé aux SMS, j'ai hâte d'être au week-end. J'ai posé le pied sur le premier barreau. Le vent soufflait toujours autour de la maison. L'échelle tremblait. Je serrais les montants si fort que mes articulations étaient blanches. Une marche. Une autre marche. J'étais à mi-hauteur. Mon cœur battait dans ma gorge. J'ai fermé les yeux une seconde, forçant le vertige à refluer. Concentre-toi sur les données, me suis-je dit. Les données sont au sommet. Je suis arrivé en haut. La caméra était juste là, ses yeux bleus me fixant. J'avais besoin d'un tournevis. C'est une plaisanterie, ai-je sifflé. J'avais oublié le tournevis. J'ai regardé en bas. L'allée en béton semblait être à des kilomètres. Je ne pouvais pas descendre et remonter. Je n'aurais pas le courage de le faire 2 fois. J'ai fouillé dans ma poche. J'ai trouvé ma clé de maison, elle avait un bord plat. J'ai coincé la clé dans la petite vis qui maintenait le panneau fermé. J'ai tourné. Elle a glissé. J'ai juré. J'ai réessayé, pressant plus fort, priant pour ne pas foirer la vis ou tomber à la renverse vers une mort certaine. La vis a tourné d'un quart de tour. Un autre quart de tour. Mes jambes tremblaient tellement que l'échelle vibrait contre la maison. Enfin, le panneau s'est ouvert. Là, nichée dans la fente en plastique noir, se trouvait une minuscule carte micro SD de la taille d'un ongle. Je l'ai pincée avec mes doigts froids et mouillés. J'ai tiré, elle a glissé. Je l'ai mise dans ma bouche, la tenant entre mes dents comme un pirate avec une dague, et j'ai commencé la descente terrifiante. Lorsque mes pieds ont touché le sol ferme, je n'ai pas célébré. Je me suis effondré sur le béton froid, serrant le petit morceau de plastique dans ma main. Je l'avais. Je me suis assise à l'îlot de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert, entouré d'un cimetière d'adaptateurs. La carte SD n'avait aucun sens sans un moyen de la lire. Mon ordinateur portable élégant et moderne n'avait pas de fente pour carte, il avait des ports USB-C et de l'arrogance. J'avais passé 20 minutes à fouiller le tiroir à tout venant, ce dépôt universel de piles, d'élastiques et de technologies obsolètes que chaque foyer possède. J'avais trouvé 3 câbles de chargement pour des téléphones que nous ne possédions plus, un bâton de colle séché et enfin, tout au fond, un lecteur multicarte poussiéreux de 2014. Je l'ai branché. L'ordinateur ne l'a pas reconnu. Allez, ai-je chuchoté. S'il te plaît. J'ai remué la connexion. Un carillon a retenti. Appareil reconnu. J'ai inséré la carte micro SD. Un dossier est apparu, DCIM. J'ai cliqué dessus.
Chargement. La barre de progression verte rampait sur l'écran. Elle avançait à la vitesse d'une plaque tectonique. Temps estimé, 5 minutes. Je fixais l'écran. Ma jambe rebondissait de manière incontrôlable sous la table. 5 minutes. Dans 5 minutes, Harrison pourrait franchir la porte. S'il entrait maintenant et voyait l'échelle dans l'allée, je ne l'avais pas rangée et moi avec le lecteur de cartes, la partie était terminée. Il saurait que je savais, il détruirait les preuves. Je me suis levé et j'ai couru vers le garage. J'ai traîné l'échelle jusqu'au mur. Je ne l'ai pas accrochée correctement, je l'ai juste poussée derrière la tondeuse à gazon pour qu'elle ait l'air de ne pas avoir été touchée. Je suis revenu en courant à l'intérieur. 2 minutes restantes. Je me suis versé un verre d'eau. Ma gorge était desséchée. Je l'ai bu d'un trait. 30 secondes. La barre de progression a atteint la fin. Une liste de fichiers est apparue. Des centaines. Des clips vidéo étiquetés par date et heure. J'ai trié par date. Je suis remonté jusqu'au 7 octobre, le jour de la soirée à la salle de sport il y a 2 semaines, le jour où j'étais à Atlanta, le jour où l'eurodatage sur le reçu des fleurs correspondait. Il y avait 3 fichiers pour ce matin-là. J'ai cliqué sur le premier, 6 heures du matin. Obscurité. Un raton laveur traversant l'allée en trottinant. J'ai cliqué sur le deuxième, 6h30. Le lecteur vidéo s'est ouvert. C'était une vision nocturne granuleuse en noir et blanc passant au gris de l'aube. La porte du garage s'est ouverte. Harrison est sorti. Il portait son costume. Il tenait sa mallette. Et puis, marchant derrière lui, il y avait une femme. J'ai mis la vidéo en pause. Mon doigt planait au-dessus de la barre d'espace. J'ai zoomé. La résolution était terrible, des blocs de gris et de blanc pixelisés, mais c'était suffisant. Elle était petite. Elle portait un trench coat étroitement ceinturé, mais sous le manteau, je pouvais voir des jambes nues. Elle portait des talons. Elle portait un sac fourre-tout qui ressemblait étrangement à celui que Harrison m'avait offert pour Noël l'année dernière, et que j'avais perdu. Elle s'est arrêtée près de la voiture. Harrison s'est tourné vers elle. Il n'avait pas l'air paranoïaque. Il n'avait pas l'air coupable. Il avait l'air heureux. Il a tendu la main et a écarté une mèche de cheveux de son visage. C'était un geste d'une intimité si naturelle que cela m'a fait l'effet d'une gifle. Elle a levé les yeux vers lui et Harry. Je ne pouvais pas entendre le son, mais j'ai vu sa tête basculer en arrière. J'ai reconnu ce mouvement. J'ai réduit la fenêtre vidéo et ouvert un nouvel onglet, LinkedIn. J'ai tapé Barrett Sinclair Private Equity. J'ai cliqué sur les personnes. J'ai fait défiler. J'ai ignoré les vice-présidents et les directeurs. Je suis allé aux analystes. Elle était là, Chloé Denham, analyste junior. J'ai cliqué sur sa photo de profil. Je l'ai tenue à côté de l'image vidéo en pause. Même nez, même cheveux, même taille. Et puis le souvenir m'a frappé, un dîner il y a 3 mois. Harrison avait invité quelques collègues pour prendre un verre. Chloé était là. Elle s'était assise sur mon canapé blanc, buvant mon vin, complimentant mon article. « Votre maison est magnifique, Valérie » avait-elle dit. Sa voix était soufflée, douce. « Harrison parle de vous tout le temps. Il dit que vous êtes une force de la nature. »« C'est une machine » avait dit Harrison, en me serrant l'épaule. « Elle travaille plus dur que quiconque je connaisse. » Il l'avait dit comme un compliment, mais avec le recul, en entendant l'écho de sa voix, cela sonnait comme une justification. Elle travaille dur. Elle n'est jamais là. Elle n'a pas besoin de moi. Chloé, avait dit Harrison plus tard cette nuit-là pendant que nous rangions, est vraiment brillante. Une acharnée. La première arrivée, la dernière partie. Elle me rappelle toi à cet âge. Elle me rappelle toi. Bienveillance toxique. Il ne m'avait pas seulement trompé, il m'avait insulté en le faisant. Il m'avait remplacé par une version plus jeune et plus affûtée et m'avait tapoté la tête pour avoir été le prototype. J'ai regardé la vidéo à nouveau. Elle est montée sur le siège passager de sa Tesla. Mon siège. J'ai ressenti un goût métallique froid dans ma bouche. J'ai enregistré le fichier vidéo sur mon bureau. Puis je l'ai enregistré sur une clé USB. Ensuite, je l'ai envoyé par courriel à un compte cloud sécurisé que j'utilisais pour les données sensibles de mes clients. Triple redondance. La méthode du consultant.
Harrison est rentré à 11h30. J'étais au lit, faisant semblant de lire un livre sur la volatilité des marchés. Et, a-t-il dit, passant la tête dans la chambre. Il avait le teint rougeau. Ses cheveux étaient légèrement humides, probablement à cause d'une douche rapide à l'appartement, pas à la salle de sport. Désolé d'être en retard. Les machines étaient prises. J'ai dû attendre pour le rack à squat. Pas de problème, ai-je dit, sans lever les yeux de la page. C'était comment, l'entraînement? Une séance de jambes brutales, a-t-il grogné théâtralement en se frottant le quadriceps. Je vais sauter sous la douche. Je me sens sale. Il est entré dans la salle de bain principale. J'ai entendu l'eau s'allumer. Il avait laissé sa sacoche d'ordinateur sur la chaise dans le coin. D'ordinaire, il gardait son ordinateur de travail verrouillé, mais il revenait tout juste de la salle de sport. Il était détendu. Il était négligent. J'ai attendu d'entendre la porte de la douche coulisser. Je me suis glissé hors du lit. J'ai ouvert le sac. L'ordinateur était en mode veille. J'ai ouvert le capot. S'il te plaît, ne demande pas de mot de passe immédiatement. S'il te plaît. L'écran s'est allumé. C'était son calendrier Outlook. Il ne l'avait pas fermé. J'ai parcouru la semaine. Jeudi, aujourd'hui, salle de sport, mensonge. Vendredi, déjeuner client, barrette. Samedi, golf. J'ai fait défiler jusqu'à la semaine suivante. Mardi 28 octobre, 16h, revue stratégique. Seaport Co, salle B. Mes yeux se sont rétrécis. Une revue stratégique dans un espace de coworking. Le cabinet de Harrison avait une salle de conseil qui surplombait le port. Ils avaient des tables en acajou et des déjeuners traiteurs. Ils ne louaient pas de salle dans des espaces de coworking branchés à moins de cacher quelque chose ou à moins que la revue stratégique n'implique une certaine analyste junior qui vivait juste à côté. J'ai regardé la liste des invités, Harrison Cross, Bennett Sinclair, directeur général, Chloé Denham, 4 autres associés de direction. Attendez, Bennett Sinclair y allait, le directeur général. Si le patron y allait, c'était une vraie réunion. Alors pourquoi Chloé était-elle là? Et pourquoi dans un espace de coworking? Et puis j'ai compris. Le cabinet rénovait le rez-de-chaussée, j'avais lu cela dans le Business Journal. Ils étaient déplacés. C'était une réunion d'affaires légitime, une présentation à enjeux élevés, et Chloé serait là, assise en face de lui, agissant de manière professionnelle tout en portant les vêtements qu'il lui avait achetés, tout en souriant de leur secret. J'ai sorti mon téléphone et pris une photo de l'écran. Mardi, 14h, Seaport Co. J'avais le qui, j'avais le où, j'avais le quand. J'ai refermé doucement le capot de l'ordinateur et je me suis glissé de nouveau dans le lit juste au moment où l'eau s'arrêtait. Harrison est sorti un instant plus tard, une serviette enroulée autour de la taille. Il m'a souri. « Tu es encore réveillé ?» a-t-il demandé. « Tu as l'air fatigué, chérie. Tu devrais dormir. » « Je suis fatigué, ai-je dit, marquant ma page dans le livre. Mais je pense que je suis enfin prête à me reposer. Bien, a-t-il dit, en éteignant la lumière. Dors bien. Oh, je vais bien dormir, ai-je chuchoté dans l'obscurité. Je n'allais pas dormir. J'allais planifier. Mardi était dans 5 jours. Cela me donnait 5 jours pour préparer la présentation de ma vie. Le mardi matin n'est pas arrivé avec la lumière du soleil, mais avec un violent soulèvement de mon estomac. Je me suis réveillé à 5h30, 1 heure avant mon réveil, et j'ai à peine atteint la salle de bain principale avant de vomir dans la porcelaine. Mon corps rejetait la journée avant même qu'elle n'ait commencé. J'étais à genoux sur le carrelage froid, agrippant le rebord des toilettes, tremblante de manière incontrôlable. Ressaisis-toi, me suis-je sifflé. Tu es une consultante senior. Tu gères des rachats hostiles. Tu ne vomis pas pour un mari infidèle. Mais mon corps savait ce que mon cerveau essayait de réprimer. Aujourd'hui, c'était la démolition. Aujourd'hui, je ne mettais pas seulement fin à un mariage, je pulvérisais une vie. La maison, les amis, la réputation, tout ce que nous avions construit pendant 7 ans était sur le point d'être incinéré parce que je n'avais pas pu détourner le regard. J'ai entendu Harrison s'agiter dans la chambre. Des pas lourds, le froissement des draps. Val? Sa voix a dérivé à travers la porte, épaisse de sommeil. Tout va bien là-dedans? J'ai tiré la chasse et je me suis aspergé le visage d'eau froide.
Je me suis regardé dans le miroir. Ma peau était grise. Mes yeux étaient injectés de sang. Je ressemblais à un fantôme. Ça va, ai-je répondu. Ma voix sonnait écorchée. Juste quelque chose que j'ai mangé. Recouche-toi. Je ne peux pas, a-t-il dit. Grosse journée. La revue stratégique. Je me suis figé, la serviette pressée contre mon visage. La revue stratégique. L'audace qu'il avait de le dire à voix haute. Il n'était pas nerveux à cause du conseil d'administration, il était excité par l'audience. Il était excité à l'idée de jouer la comédie pour elle. Je suis sorti de la salle de bain. Harrison était assis sur le bord du lit, s'étirant. Il avait l'air agaçant de santé. Il ressemblait à un homme qui dormait du sommeil de ceux qui n'ont pas de remords. « Tu es sûr que ça va ?» a-t-il demandé, fronçant légèrement les sourcils. « Tu es pâle. »« Je vais bien, ai-je menti. »« Juste une migraine. »« Tu travailles trop, a-t-il dit, secouant la tête avec ce sourire compatissant. »« Tu dois vraiment apprendre à te ménager, ma puce. Tu brûles la chandelle par les deux bouts, et puis tu t'effondres. Ce n'est pas viable. » C'était là. L'inquiétude toxique. Tu es faible. Tu es fragile. Tu as de la chance que je sois là pour te voir t'écrouler. Ça ira, ai-je dit, me tournant vers le placard. Bonne chance pour la présentation. Merci, a-t-il dit, se levant et se dirigeant vers la douche. Ça va être long. Ne m'attends pas. Oh, je ne t'attendrai pas, ai-je pensé, sortant ma housse de costume du fond du placard. Je serai juste là, au premier rang. J'ai choisi mon armure avec soin. Le tailleur Armani Marine, épaules marquées, taille cintrée celui que je portais quand je devais licencier des gens. J'ai mis les talons aiguilles qui me donnaient 8 cm de plus. Si je devais faire ça, je n'allais pas être la femme éplorée en pyjama. J'allais être l'exécutrice. À 13h15 de l'après-midi, j'étais piégé dans un cercueil de métal au milieu du tunnel Ted Williams. Le chauffeur Uber, un homme nommé Sergueï qui sentait légèrement la menthe verte et le tabac froid, a soupiré bruyamment et a tapoté le volant. Nous n'avions pas bougé depuis 10 minutes. Les feux de stop s'étiraient devant nous comme un fleuve de lave rouge. Gros accident, a dit Sergueï, désignant l'écran du GPS. 2 voies fermées. Peut-être 30 minutes de retard. 30 minutes, ai-je laissé échapper dans un étouffement. Je ne peux pas attendre 30 minutes. Je dois être là pour 14 heures. On essaie, a-t-il haussé les épaules. Mais un tunnel reste un tunnel. Je fixai l'horloge numérique sur le tableau de bord. 13h18, 13h19. La panique me serrait la gorge. Si je manquais le début de la réunion, je manquais l'impact. Si j'entrais en retard après que la tension soit retombée, après qu'Harrison les ait déjà charmés, je n'aurais l'air que d'une perturbation. Je devais le surprendre en plein acte de confiance. Pense, me suis-je ordonné. Résous le problème. J'ai affiché la carte sur mon téléphone. Nous étions à 1 kilomètre de la bretelle de sortie. 1 kilomètre dans un tunnel sans bande d'arrêt d'urgence et avec un air recyclé qui avait un goût de gaz d'échappement. Je pourrais courir. Cette pensée était folle. Une femme en talons de 10 cm courant dans un tunnel routier en service? Je serais arrêté. Je serais tué. Mais rester assise ici était pire. Rester assise ici signifiait qu'il gagnait. Rester assise ici signifiait qu'il terminait sa présentation, tapait dans la main de Bennett et allait prendre des verres pour célébrer avec Chloé pendant que je restais assise dans les embouteillages à bouillir dans mon propre échec. Sergueï, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. À quelle distance pouvez-vous me rapprocher de la bretelle de sortie? Nous sommes ici, a-t-il gestué vers le mur de voiture. Nulle part où aller. J'ai tapé du pied. Boum, boum, boum. Le son résonnait dans la voiture silencieuse. D'accord, ai-je chuchoté. D'accord. J'ai ouvert la fenêtre. Le rugissement des ventilateurs du tunnel était assourdissant. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de ne pas hurler. 13h25, les voitures avançaient par à-coups. 3 mètres. Arrêt. J'ai serré mon sac si fort que le cuir a craqué. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie, se trouvait le body rose. Il semblait lourd, comme une arme chargée. S'il te plaît, ai-je murmuré à l'univers, un univers qui m'avait donné des pneus crevés et des téléphones verrouillés.
Donne-moi juste cette seule chose. Soudain, la voie à notre droite a commencé à bouger. Une dépanneuse avait dégagé l'obstacle. Sergueï a fait une embardée agressive, coupant la route à une BMW, et a accéléré. On y va maintenant, a-t-il grogné. J'ai laissé échapper un souffle qui ressemblait à un sanglot. Nous bougions. Nous allions y arriver. La Seaport Co était située dans un entrepôt rénové qui respirait l'argent de la tech, briques apparentes, bois de récupération, et un hall d'accueil qui ressemblait plus à un café qu'à un lieu de travail. J'ai franchi les portes tambours à 13h52. Je transpirais dans mon costume. Mes cheveux étaient ébouriffés par la course depuis le trottoir. J'ai marché vers les ascenseurs. Excusez-moi, madame. Une voix tranchante comme un fil de rasoir m'a arrêté. Je me suis retourné. Assise derrière un bureau en béton brut se trouvait une réceptionniste qui semblait avoir environ 22 ans. Elle avait un piercing au nez, des lunettes stylées et une expression d'autorité absolue. Il vous faut un badge pour monter, a-t-elle dit, sans quitter son iPad des yeux. Je me suis approché du bureau. Je suis ici pour la revue stratégique de Barrett Sinclair, salle B. Elle a tapoté l'écran. Non. Valérie Hartwell, ai-je dit. Elle a fait défiler. Je n'ai pas de Hartwell sur la liste. J'ai Cross, Sinclair, Denham, Peterson, Weiss. Elle a levé les yeux vers moi. Vous êtes avec le traiteur? L'insulte a piqué, mais je m'en suis servi. Improvisé. Non, ai-je dit, en prenant un ton bas et agacé. Je suis avec l'équipe d'audit externe. On m'a appelé à la dernière minute pour apporter les documents de conformité supplémentaires. Bennett Sinclair va être furieux si ces documents ne sont pas sur la table quand il commencera. J'ai tapoté mon grand sac fourre-tout. Voulez-vous être celle qui lui dira que ces données manquent? C'était un pari. Utiliser le nom du patron, prétendre être indispensable, la fille a hésité. Elle a regardé mon tailleur, il était cher. Elle a regardé mon sac, il était cher. Elle a regardé mon visage, qui était actuellement figé dans un masque de « Je vais vous licencier, vous et vos ancêtres ». La salle B est au 4e étage, a-t-elle dit, en imprimant un autocollant portant la mention visiteur. Prenez le 2e ascenseur. Merci, ai-je dit, en saisissant le badge. Je me suis dirigé vers l'ascenseur. Mes genoux tremblaient. J'ai appuyé sur le bouton du 4e étage. J'ai regardé les chiffres monter, 1, 2, 3, 4, les portes ont glissé pour s'ouvrir. Le 4e étage était un labyrinthe de verre. Chaque bureau, chaque salle de conférence était visible. C'était conçu pour la transparence, ce qui était ironique compte tenu de la quantité de tromperies qui se déroulait dans la salle B. J'ai marché dans le couloir. La moquette étouffait le bruit de mes talons. Je me sentais comme un prédateur traquant sa proie. J'ai vu le panneau « Salle de conférence B ». Je me suis arrêté à 3 mètres, me pressant contre un pilier structurel. J'ai regardé à travers la vitre. C'était un bocal à poisson, une longue table rectangulaire en bois clair. 6 hommes en costume étaient assis autour, l'air ennuyé mais attentif. Bennett Sinclair était en bout de table, les bras croisés, écoutant. Et debout devant, près du grand écran affichant un graphique des bénéfices du 3e trimestre, se trouvait Harrison. Il était magnifique. Je le détestais pour ça. Il portait son costume de concluant le gris anthracite avec de fines rayures subtiles. Il faisait des gestes vers l'écran, confiant, animé. Il était dans son élément. Et là, assise à sa droite, se trouvait Chloé. Elle prenait des notes sur une tablette. Elle portait un chemisier crème et une jupe crayon. Elle avait l'air professionnelle. Elle avait l'air innocente. Mais chaque fois que Harrison marquait un point, il lui jetait un regard. Un battement de cils d'une microseconde. Et chaque fois qu'il le faisait, elle souriait, un petit sourire privé qui disait « Je sais à quoi tu ressembles sans ce costume ». L'intimité de la scène était écœurante. Cela se passait juste devant le conseil, juste devant le patron, et personne ne le voyait à part moi. Je les ai observés pendant 1 minute entière. J'ai regardé la façon dont il se penchait vers elle quand il cliquait sur la diapositive suivante. J'ai regardé la façon dont elle bougeait sur sa chaise pour imiter sa posture. Mon cœur, qui s'était emballé depuis mon réveil, s'est soudainement calmé. Un calme froid m'a envahi. Il pense qu'il gagne, ai-je pensé. Il pense qu'il a tout. La femme à la maison,
la maîtresse au travail, la carrière ascendante. J'ai serré la poignée de mon sac. J'ai senti la forme du body à travers le cuir. Il est temps de briser la glace. Je n'ai pas frappé. Frapper implique que vous demandez la permission. Je ne demandais rien. J'ai tendu la main et j'ai saisi la poignée en acier brossé. Elle était froide au toucher. J'ai poussé la lourde porte vitrée. Clic, le son du loquet se relâchant a coupé la voix d'Harrison comme un couteau. Point et si nous regardons les projections de l'EBITDA pour Will s'est arrêté. Toutes les têtes dans la salle se sont tournées. 6 hommes, une femme, un mari. Je suis entré dans la pièce. Je n'ai pas couru. J'ai marché d'un pas délibéré, mesuré, celui d'une femme remontant l'allée centrale. Le silence était absolu. On pouvait entendre le bourdonnement du ventilateur du projecteur. On pouvait entendre le trafic de la rue 4 étages plus bas. Le visage d'Harrison est passé par une série complexe de contorsions, confusion, reconnaissance, choc, terreur. Valérie, a-t-il dit. Sa voix a déraillé. C'était un son haut et fin, dépouillé de tout son baryton d'entreprise. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé Bennett Sinclair. Monsieur Sinclair, ai-je dit, en hochant poliment la tête. Messieurs. Je suis passé devant les chaises vides. Je suis passé devant la carafe d'eau. J'ai marché droit vers le devant de la salle, dans l'espace personnel d'Harrison. Il sentait le bois de santal et la trahison. Val, a-t-il chuchoté, ses yeux se tournant vers son patron. Qu'est-ce que tu fais? C'est une réunion du conseil. Je sais, ai-je dit. Ma voix était naturelle, agréable. Je n'interromprais pas si ce n'était pas urgent. Je me suis tourné vers Chloé. Elle s'était figée. Son stylo planait au-dessus de sa tablette. Ses yeux étaient grands ouverts, me fixant. Elle avait l'air jeune, terrifiée. Tant mieux, ai-je pensé. Je me suis retourné vers la table. Le bois poli était encombré de documents et de tasses à café. Il y avait un espace libre juste devant Bennett. Je suis désolé de perturber l'analyse du 3e trimestre, ai-je dit, en plongeant la main dans mon sac, mais j'ai trouvé des biens de l'entreprise qui semblent avoir été égarés. J'ai sorti le body en dentelle rose. C'était un rose néon vibrant, agressif. Sous l'éclairage stérile de la salle de conférence, il semblait radioactif. Je ne l'ai pas jeté. Je ne l'ai pas froissé. Je l'ai étalé doucement sur la table. J'ai lissé les plis. J'ai disposé les bretelles de façon à ce que l'étiquette Vic sans Vibe soit clairement visible. Puis j'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti les 3 photographies imprimées. Photo 1, le reçu du Salted Oyster. Photo 2, la transaction bancaire pour Lux Flower Shop. Photo 3, l'image fixe granuleuse en noir et blanc d'Harrison et Chloé quittant mon garage à l'aube. Je les ai placés à côté du body, formant un petit hôtel de l'infidélité. Je crois que ceci appartient à votre analyste junior, ai-je dit, désignant Chloé d'un doigt manucuré, puisqu'elle l'a laissé dans mon lit. J'ai regardé Harrison. Il était gris. Il avait l'air d'être sur le point de vomir, reflétant parfaitement mon propre matin. Et Harrison, ai-je dit, ma voix descendant d'un octave, perdant toute amabilité pour devenir du pur acier, tu m'as dit que c'était un cadeau d'anniversaire, mais nous savons tous les deux que c'est une taille extra small, et je ne fais plus de l'extra small depuis 1999. Je me suis tourné vers Bennett. Il fixait les sous-vêtements, la bouche légèrement entr'ouverte. Il regardait tour à tour la dentelle, Harrison, puis Chloé, puis de nouveau la dentelle. Les rouages tournaient, la responsabilité civile, le cauchemar des RH, le procès. Je pensais que vous devriez savoir, ai-je dit à l'Assemblée. Avant de le promouvoir. L'intégrité compte, n'est-ce pas? Harrison a ouvert la bouche. Valérie, s'il te plaît, nous pouvons discuter de non, je l'ai coupé. Nous ne pouvons pas. J'ai repris mon sac. Je me sentais plus légère 5 kilos de moins. La nausée avait disparu. Je vous laisse reprendre vos projections, ai-je dit. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à discuter. Le trajet jusqu'à l'ascenseur fut un flou de moquettes grises et de lumières encastrées. Je gardais la tête haute, les épaules en arrière, maintenant la posture d'une femme qui ne venait pas de pulvériser la carrière de son mari avec une culotte en polyester. Mais dès que les portes de l'ascenseur ont glissé pour se refermer, m'enfermant dans la boîte d'acier, mes fils ont été coupés. Je me suis effondré.
Je ne me suis pas évanoui avec grâce comme une héroïne de drame d'époque, j'ai glissé le long de la paroi jusqu'à toucher le sol, mes genoux s'entrechoquant avec une violence qui m'a fait claquer les dents. Ma respiration venait par à-coups courts et saccadés. Oh mon Dieu, ai-je pensé. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient si fort que je ne pouvais pas fermer les poings. L'adrénaline qui m'avait porté à travers les embouteillages, devant la réceptionniste et jusque dans la fosse au lion m'abandonnait, laissant derrière elle une terreur froide et creuse. Je l'avais fait. Je l'avais réellement fait. Mais maintenant, la réalité s'installait. Je ne l'avais pas seulement embarrassé, j'avais humilié un narcissique devant son public. Harrison ne serait pas simplement en colère, il serait mortel. L'ascenseur a sonné au rez-de-chaussée. Je me suis relevé précipitamment, utilisant la main courante pour me hisser. J'ai lissé ma jupe. J'ai vérifié mon reflet dans les portes en métal poli. Mon visage était pâle, mais mes yeux étaient secs. Continue de bouger, a commandé la consultante en moi. Le mouvement, c'est la survie. Je suis sorti du bâtiment. L'air extérieur était froid et sentait le porc. Je l'ai inhalé profondément, essayant de stabiliser mon rythme cardiaque. Je devais m'éloigner. J'avais besoin d'une forteresse. Mais d'abord, j'avais besoin d'un général. Gisèle Vance n'avait pas de bureau. Elle avait un centre de commandement situé dans une tour de verre sur State Street. Son cabinet sentait l'acajou et les heures facturables. J'étais assise dans un fauteuil en cuir qui coûtait plus cher que ma première voiture, serrant une tasse d'eau que l'assistant de Gisèle m'avait apportée. Gisèle était assise en face, examinant les notes que j'avais griffonnées sur un bloc-notes dans la salle d'attente. Elle avait 60 ans, des cheveux argentés coupés en un carré net et des yeux qui auraient pu décaper de la peinture. Alors, dit Gisèle en retirant ses lunettes de lecture. Vous êtes entré dans une réunion du conseil d'administration, vous avez jeté les sous-vêtements de la maîtresse sur la table, et vous êtes sorti? Oui, murmurai-je. Et vous avez des photos, des horodatage, des dossiers financiers? Oui. Gisèle se renversa en arrière et poussa un sifflement bas. Eh bien, Valérie, vous n'avez certainement pas opté pour un lancement en douceur. Elle tapota son stylo sur le bureau. Voici ce qui va se passer ensuite. Harrison va être sous le choc pendant environ 2 heures. Ensuite, le choc se transformera en rage. Puis la rage se transformera en stratégie. Elle se pencha en avant, sa voix baissant d'un ton. Il ne va pas s'excuser. Les hommes comme Harrison Cross ne s'excusent pas. Il contre-attaque. Il va essayer de présenter cela comme si vous étiez instable. Il dira à tout le monde que vous faites une dépression nerveuse. Il essaiera de geler vos avoirs. Mon estomac se noie. Il ne peut pas. Les comptes sont joints. Ce qui signifie qu'il a autant le droit de les vider que vous, dit Gisèle d'un ton sec. Et il le fera. Il verra cela comme une protection des biens contre sa femme hystérique. Elle ramassa son téléphone. Nous demandons le divorce immédiatement. Je vais obtenir une ordonnance de protection temporaire basée sur le principe de violence financière et de volatilité potentielle. Mais Valérie, vous devez rentrer chez vous dès maintenant. Pourquoi? Parce que la possession représente les 9/10 de la loi, dit-elle. S'il arrive à la maison avant vous et qu'il change les serrures, c'est vous qui dormirez à l'hôtel. Rentrez chez vous, sécurisez la propriété, changez les codes, et ne le laissez entrer sous aucun prétexte. Et s'il s'introduit par effraction? Alors vous appelez la police, dit Gisèle. Et vous espérez qu'il le fasse, car un rapport de police est le meilleur levier dans un règlement de divorce. Le trajet du retour fut une course contre un fantôme. Chaque Tesla que je voyais dans le rétroviseur faisait tambouriner mon cœur contre mes côtes. Était-ce lui? Était-il derrière moi? J'appelai le serrurier depuis la voiture. Service d'urgence, dit le répartiteur. Nous pouvons envoyer quelqu'un dans 40 minutes. J'ai besoin de quelqu'un dans 10 minutes, dis-je, la voix montant. Je paierai le triple. Je paierai ce que vous voudrez. J'ai un problème de sécurité. Je vais voir ce que je peux faire. Je m'engageai dans l'allée. La maison semblait paisible. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers la pelouse. Elle ressemblait à la maison d'un couple heureux, on y ressentait pourtant l'atmosphère d'un bunker. Je courus à l'intérieur. Je n'enlevai pas mes chaussures. Je saisis les doubles des clés.
Je pris la télécommande de la porte de garage sur l'établi de Harrison et j'en retirai la pile. J'allai au clavier de la porte de garage et réinitialisai le code sur 3721 l'année de mon diplôme, quelque chose qu'il ne devinerait pas. Je restai près de la fenêtre de devant à surveiller la rue. La camionnette du serrurier arriva 20 minutes plus tard. Un homme nommé Dave en sortit, l'air joyeux et ignorant le fait qu'il était en train de fortifier une zone de guerre. Juste un changement de clé standard, demanda Dave en regardant la lourde porte en chêne. Toutes les portes extérieures, dis-je. Les verrous aussi. Et j'ai besoin que ce soit fait rapidement. Des ennuis de petit ami, demanda-t-il en sortant une perceuse de sa ceinture. Marie, corrigeai-je. Et il est en route. Dave cessa de sourire. Il travailla en silence après cela. Je fis les 100 pas dans le couloir, consultant ma montre. 16h30, la réunion devait être terminée. Les cris devaient avoir cessé. Harrison devait être sur la route. Perçage, vrombissement, clic. Porte d'entrée terminée, dit Dave. Faites l'arrière, ordonnai-je. Je vérifiai mon téléphone. Aucun SMS de Harrison. C'était pire que des SMS colériques. Le silence signifiait qu'il planifiait. Le silence signifiait qu'il venait. Dave partit à 17h15. Je verrouillai le nouveau verrou derrière lui et appuyai mon front contre le bois frais. En sécurité. À 17h22, la Tesla s'engagea dans l'allée. Je regardai sur le moniteur Ring que j'avais reconnecté à mon téléphone. Harrison sortit. Il ne courait pas. Il ne tempêtait pas. Il marchait lentement, sa veste de costume sur le bras, sa cravate desserrée. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air dévastateur de tristesse. Il s'approcha de la porte et mit sa clé dans la serrure. Elle ne tourna pas. Il la secoua. Il la retira, la regarda, et essaya de nouveau. Puis il sonna. Ding-dong. Je ne bougeais pas. Je restais dans la cuisine, juste hors du champ de vision des fenêtres latérales. Ding-dong. Valérie. Sa voix traversa la porte. Elle n'était pas en colère. Elle était douce, inquiète. Val, chérie, je sais que tu es là. La clé ne fonctionne pas. Je restai silencieuse. Val, s'il te plaît, ouvre la porte. Nous devons parler. Je m'inquiète pour toi. Inquiet pour moi? Quelle audace. Je sais que tu es bouleversé, continua-t-il, appuyant son front contre le bois. Je sais que la journée a été intense, mais tu ne réfléchis pas clairement. Tu as fait une scène, Val. Les gens s'inquiètent. Bennett s'inquiète. Il le faisait. Il transformait le récit. Je ne suis pas le trompeur. Tu es la femme folle qui a fait une scène. Valérie, si tu n'ouvres pas la porte, je vais devoir appeler pour une vérification de bien-être. Je ne peux pas te laisser seul si tu es dans un tel état. Mon sang ne fit qu'un tour. Il me menaçait de la police sous couvert de bienveillance. Je marchai vers la porte. Je ne l'ouvris pas. Je parlais à travers le bois. Je ne suis pas dans un état, Harrison. Je suis dans un divorce. Va loger à l'appartement sur Congress Street. Je suis sûr que Chloé a de la place. Il y eut un silence. Puis un changement de ton. C'est ma maison, Valérie, dit-il, sa voix abandonnant l'inquiétude pour révéler l'acier sous-jacent. Mon nom est sur l'acte de propriété. Ouvre cette foutue porte. Gisèle Vance a déjà déposé une demande d'occupation exclusive, mentis-je. Je ne savais pas si elle l'avait déjà déposée, mais cela sonnait bien. Si tu essaies d'entrer de force, j'appelle la police. Et vu ce qui s'est passé aujourd'hui, qui penses-tu qu'ils croiront? La femme calme à l'intérieur ou l'homme qui vient d'être surpris avec les sous-vêtements de sa maîtresse? Il donna un coup de pied dans la porte, un choc sec et violent qui fit trembler le cadre. Tu vas le regretter, dit-il. Je vais te détruire, Valérie. Je ne te laisserai rien. Tu l'as déjà fait, dis-je. Maintenant, sors de mon Porsche. Je regardai sur le moniteur alors qu'il faisait les 100 pas sur le Porsche pendant une autre minute, passant ses mains dans ses cheveux. Puis, réalisant qu'il n'entrerait pas, il repartit furieusement vers la Tesla. Il démarra en trombe, laissant des traces de pneus sur l'asphalte. Je me laissai glisser contre la porte jusqu'au sol.
Je pris une bouteille de vin sur l'étagère le pinot cher qu'il gardait et je bus à la bouteille. La douleur exigeait une action. L'action était la survie. 2 jours plus tard, l'adrénaline s'était dissipée pour laisser place à un mal de tête sourd et lancinant. J'avais besoin de nourriture. Le réfrigérateur était un désert de condiments et d'un citron ratatiné. Je me rendis au Whole Foods de l'autre côté de la ville, portant des lunettes de soleil et une casquette de baseball, espérant éviter quiconque me connaissait. Je remplis mon chariot d'aliments réconfortants, fromage, biscuits, chocolat, olives chères. Je fis la queue à la caisse en regardant la caissière scanner les articles. Ça fera 142 $, dit la caissière. Je passai ma carte de débit. Refusé. Je fronçai les sourcils. Réessayé. La puce est peut-être sale. Elle l'inséra, attendit. Refusé. Avez-vous un autre moyen de paiement, demanda-t-elle. La file derrière moi s'agita. Je pouvais sentir l'impatience irradiée de la femme en pantalon de yoga derrière moi. Je sortis la carte de crédit jointe, la Visa. Refusé. Mon cœur sombra dans mes chaussures. J'ouvris l'application bancaire sur mi téléphone. Accès refusé. Contacter l'administrateur. Il l'avait fait. Il avait tout gelé. Ou pire, il avait tout vidé. Jazel m'avait prévenu, mais je n'avais pas agi assez vite. Je pensais qu'il y avait des protections. Je pensais que les banques exigeaient 2 signatures pour des retraits massifs. Madame, dit la caissière, les gens attendent. Je regardais le chariot rempli de nourriture. Je regardais la file de gens qui me fixaient. La honte était chaude et piquante sur mon cou. Je n'étais plus la puissante consultante qui jetait de la lingerie sur une table de conseil d'administration. J'étais une femme qui ne pouvait pas acheter de fromage. Je dois y aller, balbutiai-je. Vous ne voulez pas les courses? Je ne peux pas, murmurai-je. Je me détournai et partis, laissant le chariot là, à la caisse. Je sortis du magasin, le visage brûlant, sentant les regards des inconnus me transpercer le dos. Je montai dans ma voiture et vérifiai mon sac à main. J'avais 20 $ en espèces, un billet de 20 $. C'était toute ma valeur nette à ce moment-là. Je conduisis jusqu'à une station-service et achetai un sachet de bretzels et une bouteille d'eau. Je m'assis sur le parking et mangeai les bretzels secs, les forçant à passer malgré la boule dans ma gorge. C'est la guerre, me dis-je. Il veut m'affamer. Il veut que je rampe et que je supplie. Je croquai un bretzel. Je mangerai de la terre avant de lui demander un centime. Mon téléphone vibra. Puis il vibra de nouveau. Et encore. Je regardai l'écran. Ce n'était pas Harrison, c'était tous les autres. SMS de Sarah, salut, Val. Je viens d'avoir Harrison. Il dit que tu traverses une passe vraiment difficile mentalement. Je suis tellement désolé. Dis-moi si tu as besoin de parler. SMS de Marc, un ami de Harrison, Val, Harrison s'inquiète vraiment pour toi. Il a dit que tu ne prenais plus tes médicaments. S'il te plaît, ne fais rien d'irréfléchi. SMS de maman, Valérie, pourquoi Harrison m'a-t-il appelé pour me demander si tu avais des antécédents de psychose? Qu'est-ce qui se passe? Je fixais l'écran, ma vision se brouillant. Plus mes médicaments? Je ne prenais pas de médicaments. Je prenais des multivitamines. Il préparait le terrain. Il disait à tout le monde que j'étais folle pour que, lorsque l'histoire des sous-vêtements éclaterait, cela ne ressemble pas à une vengeance légitime. Cela ressemblerait à un épisode maniaque. Cela ressemblerait au délire d'une femme malade. Espèce de salaud, murmurai-je. Il ne me combattait pas avec des faits, il me combattait avec de la pitié. Il utilisait sa propre inquiétude comme une arme pour me discréditer. Je commençais à taper une réponse à Sarah, il ment. Il m'a trompé. Je m'arrêtais. Si j'envoyais cela, j'aurais l'air défensive. J'aurais l'air folle. Il ment, croyez-moi, est exactement ce que dit une personne folle. J'effaçai le SMS. Je devais être plus maligne. Je ne pouvais pas combattre les rumeurs une par une. Je devais le laisser tisser sa toile. Et ensuite, je devais brûler toute la forêt. Je posai le téléphone. Je ne répondis à personne. Qu'il s'interroge. Qu'il s'inquiète. Je pris le dossier que Jazel m'avait remis, les formulaires de divulgation financière.
S'il voulait jouer sale, j'étais prête. Il pensait que me couper les vivres me briserait. Il oubliait que j'auditais des entreprises pour gagner ma vie. Je savais comment trouver de l'argent. Et plus important encore, je savais comment trouver où il le cachait. On frappa à la porte 3 jours plus tard. C'était un coup poli et rythmé, rien à voir avec les coups désespérés de Harrison. Je me figeai dans la cuisine, une pomme à moitié mangée à la main. Je vérifiai le moniteur. Un homme en coupe-vent tenait une grande enveloppe Kraft. Je n'ouvris pas la porte. Je parlais par l'interphone. « Qui est-ce » ? « Valérie Hartwell » demanda l'homme en regardant la caméra. « J'ai une livraison pour vous. Laissez-la sur le porche. J'ai besoin d'une signature, madame. C'est une correspondance juridique. » Mon estomac se retourna. Une correspondance juridique. J'ouvris la porte de quelques centimètres, en laissant la chaîne. L'homme glissa l'enveloppe par la fente. « Vous avez été assigné, dit-il, le visage inexpressif. » Il se détourna et partit avant même que je puisse toucher le papier. Je fermai la porte et la verrouillai. Je déchirai l'enveloppe. L'entête était épais et noir, cour supérieure du Massachusetts. Demandeur, Harrison Cross. Défenderesse, Valérie Hartwell. Plainte, diffamation, interférence délictueuse dans des relations d'affaires, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Je parcourus le document. Mes yeux s'arrêtèrent sur les chiffres. Le demandeur réclame des dommages-intérêts d'un montant de 5 millions de dollars pour perte de revenus futurs et atteinte à la réputation. 5 millions de dollars. Il me poursuivait. Il me poursuivait pour avoir détruit la carrière qu'il avait utilisée pour me trahir. Je me laissai glisser le long du mur, serrant le papier. L'audace était à couper le souffle. C'était un chef-d'œuvre de manipulation psychologique. Il n'était pas le trompeur, il était la victime d'une épouse vindicative et mentalement instable qui avait orchestré un spectacle public. Il voulait 5 millions de dollars. J'avais 20 dollars et un sachet de bretzel. Je ris. C'était un son saccadé et laid. Qu'il me poursuive, pensai-je, sentant une colère froide et sombre remplacer la peur. On ne peut pas tondre un œuf, Harrison, mais on peut certainement se casser les dents à essayer. C'est une tactique d'intimidation, dit Gisèle, jetant la plainte sur son bureau comme s'il s'agissait d'un déchet. Il sait qu'il ne peut pas gagner sur le fond. La vérité est une défense absolue contre la diffamation. Vous n'avez pas menti. Vous leur avez montré ses sous-vêtements. Il dit que j'ai truqué les photos, dis-je, la voix tremblante. Il prétend que le reçu était pour un déjeuner d'affaires et que j'ai photoshopé l'horodatage. Qu'il le prétende, dit Gisèle. Nous avons la déposition jeudi. C'est là que nous allons le briser. Elle se pencha en avant, le regard dur. Valérie, écoutez-moi. Son avocat est Elliot Marsh. C'est un pitbull. Il va essayer de vous déstabiliser. Il va vous interroger sur votre santé mentale. Il va parler des rumeurs de médicaments que Harrison a lancées. Il veut que vous pleuriez. Il veut que vous criez. Si vous devenez émotive, la vidéo de la déposition ira au juge et vous passerez pour la femme folle. Je ne pleurerai pas, dis-je. C'est possible, dit Gisèle. Il va dire des choses qui font mal. Il va vous rejeter la faute de l'infidélité. Il dira que vous étiez froide, frigide, absente. Vous devez être une statue. Vous répondez oui, non ou je ne m'en souviens pas. Vous comprenez? Je comprends. Et les finances, demanda Gisèle. Avez-vous trouvé autre chose sur LFS Holdings? J'y travaille, dis-je. J'ai passé les 2 derniers jours sur le site du secrétaire d'État. Le registre est obscurci, mais j'ai trouvé l'agent d'enregistrement. Bien, dit Gisèle. Continuez à creuser. Si nous pouvons prouver qu'il a dépensé des fonds matrimoniaux pour elle, la plainte pour diffamation tombe et nous obtenons tout. Je hochai la tête. Je rentrai chez moi et préparai une cafetière. Je ne dormis pas cette nuit-là. Je restai devant mon ordinateur portable, croisant les dépôts de sociétés à responsabilité limitée avec les horodatages des photos. Je cherchais un fantôme dans la machine. La salle de conférence sentait le café éventé et l'agression. Harrison était assis de l'autre côté de la table. Il paraissait plus mince. Son costume était légèrement lâche au col. Il refusait de croiser mon regard.
À côté de lui se trouvait Elliot Marsh, un homme avec une mèche rabattue et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Une greffière était assise au bout de la table, les doigts suspendus au-dessus de sa machine. Une caméra vidéo était pointée sur mon visage. Mademoiselle Hartwell, comment ça marche, d'une voix mielleuse. Parlons de la matinée du 28 octobre. Vous avez déclaré dans votre affidavit que vous vous êtes senti obligé d'entrer dans la réunion. Décririez-vous votre état émotionnel à ce moment-là comme volatile? Non, dis-je. Je le décrirais comme résolu. Résolu, répéta Marsh, consultant une note. Intéressant, car nous avons des SMS de vos amis déclarant que vous ne preniez plus vos médicaments et que vous étiez en pleine dérive. Prenez-vous des médicaments contre l'anxiété, mademoiselle Hartwell? Non. En avez-vous déjà pris? Non. Donc, votre mari ment quand il dit que vous avez des antécédents d'épisodes maniaques? Je regardais Harrison. Il étudiait ses cuticules. Oui, dis-je. Il ment. Marsh eut un petit rire méprisant. Il ment. Tout le monde ment sauf vous. Les membres du conseil d'administration qui ont dit que vous criez mentent-ils? Je n'ai pas crié, dis-je calmement. J'ai parlé clairement. Vous avez jeté des sous-vêtements à un directeur général. J'ai placé des preuves sur une table. Marsh se rapprocha. Vous avez ruiné la vie d'un homme parce que vous étiez complexé par votre âge et votre poids. N'est-ce pas la vérité? Vous avez trouvé un vêtement qui ne vous allait pas et vous avez craqué. Mes mains se crispèrent sous la table. Je voulais bondir par-dessus l'acajou et l'étrangler. Complexé. Craqué. Il utilisait mes propres vulnérabilités privées des choses que j'avais chuchotées à Harrison dans l'obscurité contre moi. Non. Je prononçais ce mot comme si c'était une pierre. Vous n'avez pas vérifié le reçu, insista Marsh. Vous ne saviez pas qui était Chloé. Vous avez juste supposé. Vous avez deviné. Et vous avez détruit 20 ans de carrière sur une supposition. Je n'ai pas deviné, dis-je. Alors prouvez-le, lança Marsh. Montrez-moi la preuve que Harrison Cross a dépensé un seul centime pour cette femme qui n'était pas une dépense professionnelle. Je regardai Giselle. Elle me fit un signe de tête imperceptible. Je fouillai dans mon sac. Je suis contente que vous posiez la question, dis-je. Je sortis une seule feuille de papier. Ce n'était pas une photo. C'était une impression de la division des corporations du secrétaire du Commonwealth du Massachusetts. J'ai fait quelques recherches sur LFS Holdings, dis-je, faisant glisser le papier sur la table. La société à laquelle Harrison a fait un chèque de $2500. Le chèque qu'il prétendait être pour des fleurs. Marsh ramassa le papier. Il fronça les sourcils. LFS signifie apparemment Love for Sale, dis-je. Un nom terrible, vraiment. Mais l'agent enregistré n'est pas un fleuriste. C'est une adresse résidentielle. Je désignai la ligne du doigt. Agent enregistré, Chloé Denham. Adresse, 342 Congress Street. La tête de Harrison se redressa d'un coup, son visage perdant toute couleur. Et, continuai-je en sortant une deuxième feuille, voici un relevé bancaire d'un compte écran que j'ai trouvé lié au numéro de sécurité sociale de Harrison. Je l'ai trouvé en appelant le service de paie de son ancien cabinet et en demandant où son bonus de consultant avait été déposé l'année dernière. Ils m'ont donné le numéro de routage. Je jetai le deuxième papier sur la table. $50 000, dis-je. Transféré à LFS Holdings le 1er septembre, 6 semaines avant que je ne trouve le body. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Cela représente $50 000 de biens matrimoniaux, dis-je à la caméra, détournés vers une société écran appartenant à sa maîtresse. Ce n'est pas de la diffamation, monsieur Marsh. C'est de la fraude. C'est un détournement de fonds matrimoniaux. Je regardais Harrison. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser qu'il ne combattait pas une ex-femme folle, il combattait une auditrice judiciaire. Et pour faire bonne mesure, ajoutai-je en sortant une clé USB, voici l'audio de la caméra de mon Porsche d'il y a 3 jours où Harrison frappe à ma porte et hurle « Je vais te détruire ». Cela contredit sa déclaration sous serment selon laquelle il venait vérifier mon bien-être. Marsh regarda les papiers. Il regarda Harrison. Il regarda la clé USB. Il ferma son dossier. Nous avons besoin d'une suspension de séance, dit Marsh. Sa voix était tendue. Je n'en doute pas, dis-je.
Nous restâmes dans la salle d'attente pendant 10 minutes. Jazel souriait comme un requin. Vous l'avez eu, chuchota TL. Le lien LFS génial. Comment l'avez-vous trouvé? J'ai deviné le mot de passe de son ancienne adresse email, avouez-je. C'était Chloé 2024. Il n'est pas créatif. La porte s'ouvrit. Marsh sortit seul. Il paraissait fatigué. L'arrogance mielleuse avait disparu. Monsieur Cross est prêt à retirer sa plainte, dit Marsh avec raideur. Je n'en doute pas, dit Jazel. Mais nous n'avons pas fini. Il est également prêt à signer l'accord de séparation tel qu'il avait été initialement proposé, continua Marsh. Un partage des biens à 50-50. Non, dis-je. Marsh cligna des yeux. Pardon? Il a volé 50 000 $, dis-je, et il a essayé de détruire ma réputation, et il m'a poursuivi pour 5 millions de $. Je me levai. Je veux la maison, en totalité. Je veux son compte de retraite, en totalité. Et je veux qu'il paie mes frais de justice. C'est déraisonnable, bafouilla Marsh. Alors nous retournons là-bas, dis-je, désignant la salle de déposition, et je fais inscrire la fraude de 50 000 $ au procès-verbal. Et ensuite, je porte l'affaire devant le procureur. Marsh me fixa. Il regarda Jazel. Jazel haussa les épaules. Elle a raison. La dissipation d'actifs est un crime, Elliot. Marsh soupira. Je vais lui parler. Il retourna à l'intérieur. 2 minutes plus tard, il ressortit. Il accepte, dit Marsh. Mais il veut un accord de confidentialité. Il ne veut pas que vous parliez à la presse. Très bien, dis-je. Je n'ai pas besoin de la presse. J'ai la maison. Sortir de ce bâtiment fut comme réapprendre à respirer. L'air sur State Street était froid et piquant, mais il avait un goût sucré. J'avais la maison. J'avais l'argent. J'avais ma dignité. Je m'arrêtai devant une poubelle au coin de la rue. Je pris l'enveloppe Kraft contenant la plainte, celle qui réclamait 5 millions de $, et je la jetai dans le bac. Un bruit sourd retentit. Je hélai un taxi. Où allons-nous? Demanda le chauffeur. Au Seaport, dis-je. Je veux des huîtres. Je me rendis à The Salted Oyster, l'endroit indiqué sur le reçu. Je m'assis au bar. Je commandai une douzaine d'huîtres et un verre de Sancerre. Je les mangeai lentement. Elles étaient iodées et froides. Elles avaient le goût de la victoire. Je regardais autour de moi dans le restaurant. Je me demandais à quelle table il s'était assis. Je me demandais s'il lui avait tenu la main. Cela n'avait plus d'importance. Il n'était plus là. Il était une ligne dans un grand livre qui avait été équilibré et clôturé. Je sortis mon téléphone. Je débloquai Sarah. Je débloquai Marc. Je postai une seule photo sur Instagram, juste le verre de vin et les huîtres. Légende, on conclut l'affaire. Je n'expliquai rien. Je n'en avais pas besoin. Je pris une gorgée de vin. Il était vif. Il était parfait. J'étais seul. J'étais divorcé. J'avais 40 ans. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais peur de rien de tout cela. La rénovation de la maison est enfin terminée. J'ai transformé le repère de Harrison, une pièce dédiée à regarder des sports qu'il ne pratiquait pas, en un bureau à domicile. Il y a des étagères du sol au plafond et un bureau qui fait face au jardin. Je suis assise là en ce moment même, en train d'écrire ceci. Mon activité de conseil a explosé. Il s'avère que les gens aiment embaucher une femme capable de trouver une aiguille dans une botte de foin tout en étant sous le feu des critiques. J'ai 3 nouveaux clients ce mois-ci seulement. Je facture le double de mon ancien tarif. Quant à Harrison, le bouche-à-oreille est efficace. Il a été licencié de son nouveau poste de consultant après qu'une vérification d'antécédents a signalé la plainte qu'il avait déposée contre moi. Ironique, n'est-ce pas? Les archives publiques sont publiques. Il vit dans un studio à Quincy. Il conduit une Honda d'occasion. Et Chloé? LFS Holdings a été dissoute. J'ai entendu dire qu'elle était retournée dans l'Ohio. Apparemment, l'idylle n'a pas survécu à la pauvreté. Il est facile d'être amoureux quand on dépense 50 000 $ de l'argent de quelqu'un d'autre en fleurs et en week-end, c'est beaucoup plus dur quand on partage une facture de chauffage dans un appartement plein de courants d'air. J'ai croisé Bennett Sinclair hier dans un café.
Il a eu l'air gêné une seconde, puis il a hoché la tête. Un hochement de tête respectueux, le genre qu'un requin adresse à un autre. J'ai répondu par un hochement de tête. J'ai toujours le reçu du serrurier sur mon tableau d'affichage. Cela m'a coûté 400 $ pour changer les serrures ce jour-là. Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. Parfois, tard dans la nuit, je me réveille et je cherche l'autre côté du lit. C'est froid. C'est vide. Et à chaque fois, je souris, j'étends mes membres dans ce magnifique espace non revendiqué, et je me rendors aussitôt. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime et envisagez de vous abonner. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ci-dessous, même un seul mot. Dites-moi peut-être d'où vous regardez ou quelle heure il est chez vous. Parfois, un seul mot suffit pour dire que vous étiez là.